Alors bonsoir les gens, j'ai invité ce soir dans mon live Sonia Zadig pour nous présenter le livre Les enfants perdus de la République. Eh bien bienvenue Sonia. Merci à vous de m'avoir invité. Vous avez la première du livre. J'ai donné des interviews écrites, mais jamais en live comme ça. Ça va commencer à partir du 12 novembre, le battage médiatique. Alors, les enfants perdus. Pourquoi les enfants perdus de la République et comment j'ai travaillé ce livre? Je crois que c'est très très important que je puisse expliquer comment ça s'est passé. Finalement, je raconte ça dans la préface. C'est une rencontre complètement au hasard. Je ne savais pas que les apostats existaient. Je savais pas qu'il y avait le cercle des apostats. Je traîne pas trop sur les réseaux. Voilà. Et finalement, qu'est-ce que j'ai Enfin voilà, j'ai rencontré Momo vraiment par un pur hasard. Il m'avait interviewé parce que j'avais écrit beaucoup de livres. Sur l'islam, sur des choses assez autobiographiques en tant que femme, parce que je travaille toujours avec le prisme de la psychologie, psychanalyse et le féminin. C'est vraiment ma spécialité. J'ai fait des recherches là-dessus. Bon, bref, je rencontre Momo et je lui dis, et si on faisait un livre? Si je faisais un livre? Il m'a dit chiche. Et donc c'est resté comme ça, comme une idée, comme ça, qui était pas, voilà, pas sérieuse, mais ça me hantait quand même. Et c'est là que j'ai commencé à regarder des podcasts, des choses comme ça. Et je voyais qu'il y avait quand même beaucoup de silence autour de ça, parce que ça se produisait uniquement sur la scène virtuelle et jamais dans la scène réelle. Et les gens savent pas du tout ce que c'est qu'apostat. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée. D'abord, le mot apostat m'a interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi ils se font appeler apostat? C'est quand même un statut juridique qui t'emmène à la mort. Hein. Comment ça se fait? Bon, je réponds un peu à la question dans mon livre. Je vous laisse, je spoil pas tout. Hein. Voilà, donc j'ai commencé à travailler. Donc on avait lancé sur Discord. Je me suis inscrite sur Discord et on avait lancé un truc. Voilà, je vais faire un livre, etc. C'était vraiment très balbutiant au début. J'ai eu 4 ou 5 personnes, pas plus. Et grâce à quand même le live de Jack le Fou, et je lui dois ça, même si je suis vraiment pas d'accord sur tout, peu importe. Il faut beaucoup de monde pour faire un monde. Et donc du coup, moi j'ai la reconnaissance absolue du ventre, hein, et donc du coup, je suis très reconnaissante à Amir et à Jacques Le Fou, à Eganis, à Momo, à beaucoup d'autres, hein, et qui m'ont un peu propulsée. Il a fallu que je monte en live, comme vous dites, pour que j'ai eu le lendemain à peu près 500 demandes par mail et par Discord. Donc j'ai commencé le travail, ça m'a coûté. C'est un travail qui a un coût cognitif et un coût de temps. Je travaillais les week-ends, y compris le dimanche. Je travaillais après mon travail le soir. J'ai eu des 247 témoignages. Il a fallu que j'en arrête à un moment et que je commence à rédiger. Au début, donc j'ai été approchée pendant l'écriture du livre par les PUF, Presse universitaire de France, et c'est quand même l'éditeur lui-même qui m'avait approché lors d'un dîner après une conférence. Et il m'a dit oui, on est très intéressés. J'envoie donc le PDF après la fin de l'écriture. Il me fait marcher en fait. Oui, non, il change des choses, nanana. Cette blague, ça a duré à peu près entre 6 et 8 mois. Et au bout de 8 mois, je lui ai dit, oh, ça va, quoi. J'attends quoi, là? C'est mon travail. Il y a des gens derrière qui m'ont donné confiance et, à qui je dois rendre des comptes. Enfin, moi, j'ai l'impression que les gens qui m'ont parlé, je leur dois quelque chose, quoi. Il y a une dette symbolique entre nous, quoi. Bon, bref, je la fais courte. Il m'a dit non. Il m'a envoyé un mail en disant non. Ils ont censuré, ils ont très très peur. Ça les dégoûte même, hein, parce qu'il y a quand même des témoignages qui sont extrêmement dans une violence monstrueuse, quoi. Voilà, et donc heureusement que Fayard a rattrapé le coup assez rapidement. Je lui avais envoyé mon livre et elle a dit elle a dit bon, voilà, elle a dit oui. Sauf qu'il fallait que je change un petit peu le bouquin. Je le dis à la conclusion. Au départ, j'avais écrit un brûlot quand même contre l'islam. Aujourd'hui, c'est pas forcément dans le livre, vous n'allez pas trouver. Je donne la parole
à 13 apostates et 13 apostats. Mais dans mes conclusions, je donne la parole à tout le monde. J'ai choisi vraiment des sujets, des personnes qui sont assez significatives, si j'ose dire, parce que voilà, c'est toute les étapes de l'apostasie. On sort pas comme ça, on claque pas la porte. Pourquoi on claque pas la porte? Parce que ce n'est pas une religion, c'est une identité. Ce n'est pas une religion, c'est un vadémécum, c'est-à-dire un manuel de vivre. On te dit comment tu t'habilles, comment tu te paries, comment tu fais tout, quoi. Hein, comment tu vis, comment tu meurs, comment tu dois obéir, comment tu dois parler, etc. Donc j'ai appelé ça la traversée. Vous verrez la traversée de l'identité. J'ai pris des apostats nés en France, quelques apostats non nés en France, des ex-convertis, des ex-djihadistes, des femmes et des hommes. Et l'apostasie, pour moi, je la mets au pluriel parce qu'il y a autant pour moi d'apostasie que de personnes. Chacun avec son histoire singulière et chacun avec son destin aussi qu'il doit choisir. Donc, j'ai appelé ce livre Les enfants perdus de la République. Au départ, alors je vois des insultes là. Moi, je suis pas du tout. Ouais, bon, c'est sympa je suis pas habituée, mais bon. Ouais, non, mais Parce qu'il y a aucunement de nationalisme ni d'extrême droitisme dans ma. Non, nous on a l'habitude, hein. Tu sais, des fois on est du Mossad. C'est la confusion, c'est terrible. D'ailleurs, j'en parle de ces jours-là. Je parle de la haine totale et absolue. Bon. Donc. En général, quand on est en haut, on regarde pas le chat parce que sinon. J'entends pas. Ouais. Il y a du bruit chez toi, Predator. Oui, il y a quelqu'un qui bouge tous les soirs 10 minutes, enfin pendant 5 minutes. Ouais. Non, en fait, Predator disait qu'il faut pas y prêter attention parce que comme on a l'habitude de laisser les gens s'exprimer, sauf s'ils dépassent certaines règles, eh ben il y en a toujours qui vont essayer de provoquer, de critiquer. Oui, c'est dommage. C'est dommage parce que ce livre ne vient pas dire allez apostasier tous ou ne soyez pas musulmans. J'en ai rien à affiche de ça en fait. C'est pas la religion, c'est l'identité, c'est le carcan, c'est la prison mentale dans laquelle ils sont, dans laquelle moi j'ai été aussi à un moment. Bref. Et donc les enfants perdus de la République parce que c'est une réponse un peu 20 ans après à un livre qui s'est intitulé Les territoires perdus de la République. Et de ces territoires perdus de la République sont sortis des enfants perdus de la République qui sont assignés à rester, parce qu'on n'a pas le droit, en fait, en islam, et ça c'est catastrophique, de ne pas croire. Ça devient, pourquoi? Parce que la Oumma, elle doit tenir, enfin je vais pas faire tout un truc là-dessus. Dans la 4e de couverture, j'explique que les choses paraissent simples, en fait. Pour abandonner une croyance, il suffit de cesser de croire. C'est tout. Je crois pas, je crois plus. Mais quitter l'islam, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il s'agit de quitter une culture, un manuel de vivre ensemble, un lien social, en fait une vision du monde et une identité. Et on te laisse pas partir. C'est un peu hôtel californien. Hein. Tu peux partir un petit coup, mais tu peux jamais partir définitivement. Donc, le livre n'est pas un brûlot contre l'islam, c'est une invitation à la liberté de conscience dans un pays qui te réduit toi aussi de l'autre côté. Ah, mais tu es musulmane. En fait, si tu es arabe, si tu es marocain, si tu es algérien, tu es tunisien, tu es forcément musulman. Et c'est de ça que mon combat serait plutôt là. C'est de dissocier les choses, c'est de dire non, je suis une citoyenne comme tout le monde. Je suis française et la spiritualité, l'islam, le christianisme, le bouddhisme, que sais-je, ça me regarde en fait. C'est une histoire privée, c'est tout. Voilà, donc c'est vraiment un coup de phare, sur un groupe qui s'appelle le groupe des apostats et qui sont des gens qui essayent quand même de vivre tranquillement et on les laisse pas parce qu'ils n'ont pas le droit de plus croire. Ça paraît aussi simple que cela. C'est-à-dire, vous êtes insulté. Enfin, moi, je suis pas insultée, je suis un peu insultée là, mais donc voilà.
Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc, il y a beaucoup de choses dans ce bouquin, beaucoup de choses très intéressantes, à mon sens, qui pourraient, à la fin, j'explique qu'il y a de lourds dégâts psychologiques, qu'il y a des citoyens en grande souffrance, qu'il y a un interdit sur la pensée, et que c'est une traversée très compliquée, que ce sont des gens très courageux, et puis voilà. Mais que vous vous reproduisez justement sur une fosse au lion qui s'appelle les réseaux sociaux, où vous êtes quand même, on peut insulter, faire ce qu'on veut sans aucune impunité. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce livre. Ils ont décidé de sortir de l'islam au péril de leur vie, quoi. Voilà. Donc, d'après ce que tu dis, en fait, toi, tu n'as jamais subi l'islam. Moi, j'ai jamais été dans la foi, jamais. L'islam n'a pas été un problème pour moi, jamais. Voilà, c'est tout. Non, jamais. Mais en fait, c'est ce que j'explique dans mon livre, et c'est peut-être l'intérêt de réduire cela ou d'élargir l'islam à une religion culture. C'est que je viens de Tunisie. Enfin, je viens de Tunisie, pas vraiment. Mais j'ai des racines en Tunisie, et la famille dans laquelle je suis née m'ont autorisé à ne pas avoir la foi. En fait, on n'était pas des gens comme ça. En revanche, tout ce qui était lié aux injonctions patriarcales sur les corps des femmes, etc., était quelque chose qui faisait partie de l'islam, mais en même temps... mais bon, moi je me considère pas vraiment comme une apostate. Je ne prends pas cela parce que j'ai jamais eu la foi, jamais cru en Dieu, jamais. Ce qui m'empêche pas d'avoir une spiritualité ou d'avoir quelque chose à faire avec la transcendance qui me regarde. Pourquoi ce déchaînement de haine sur quelque chose d'extrêmement privé? Voilà, voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce livre, qu'il faut élargir le débat, apporter de la nuance, arrêter les extrêmes, genre si t'es pas musulman, t'es islamophobe, si t'es pas musulman, t'es du Mossad, si t'es pas musulman, enfin c'est ridicule, c'est de la bêtise pure. Moi je n'aime pas la bêtise. Je n'aime pas beaucoup la bêtise, et d'ailleurs je rentre pas dans l'arène, je rentre pas dans la danse avec eux. Simplement, ce sont des personnes les apostats en grande souffrance, en grande fragilité psychique, qui ont besoin d'un espace de parole. Et j'espère que ce livre va ouvrir, non pas un espace de parole, parce que je ne suis pas la porte-parole des apostats. Je les ai simplement pensés, parce que je suis une intellectuelle. Et j'ai pensé tout le mouvement. J'ai osé quelquefois y voir des critiques sur les dissensions internes, alors qu'il faut être quand même resté sur ce qui se passe sur les réseaux, etc. Mais en général, la demande que je fais à l'État français, c'est une demande de reconnaissance des souffrances psychiques, de la précarité, du fait que ce sont des enfants perdus à la République parce qu'elle ne le reconnaît pas, elle les assigne à leur identité première, et non reconnaissance de la communauté qui les ostracise, qui les doxe, qui les menace de mort, qui les viole quelquefois pour avoir quitté l'islam. Voilà ce que j'ai à dire. Moi, j'ai une question. Tu as parlé tout à l'heure de la, comment dire, de l'impact qu'il y a individuellement. Hein. Enfin, on t'a survolé Oui. individuellement, chaque personne, évidemment, Oui, exactement. psychologiquement a un impact. Est-ce que tu as évoqué dans ton livre un chapitre, ou je veux dire, un aspect qui concernerait l'impact qu'il y a sur les autres, l'impact sociétal ou l'impact direct psychologique envers les autres qui ne sont pas apostats, qui ne sont pas musulmans? Y a-t-il comment dire, une réaction de l'entourage des personnes qui deviennent apostats directement pour ceux qui ne sont pas, qui sont leur entourage direct, mais qui ne sont pas ni musulmans ni apostats?
J'ai évoqué dans quelques exemples, parce qu'en fait, l'architecture du livre est comme ça. Ouais. Donc, j'introduis le sujet, j'explique exactement la méthodologie, parce que c'est quand même quelque chose de très scientifique, avec quelque chose de standardisé, le questionnaire, etc. Et puis après, j'ai choisi, et j'explique pourquoi j'ai choisi 13 hommes et 13 femmes pour parler. J'essaye de diversifier le maximum des gens nés en France, des femmes de 40 ans, des femmes de 50, des filles de 20 ans, des filles d'Afrique de l'Ouest, des filles du Maghreb, etc. J'ai essayé de diversifier et je leur donne la parole. En fait, c'est pas moi qui parle, ils parlent, c'est-à-dire que leur texte est écrit tel quel, avec bien sûr un peu de travail stylistique, mais tel quel. J'ai changé les noms, j'ai changé tous les noms, même les personnes comme Amir qui m'ont autorisé à dire son nom, je n'ai pas dit son nom. Je lui ai changé. Amir, il est dans le bouquin, il se reconnaîtra. Et j'ai changé son nom, j'ai changé les âges, j'ai fait en sorte quand même de pas les mettre en danger. Par contre, dans je vais venir à votre question, dans le narratif de chacun, ils peuvent dire quelque chose. Je me rappelle de quelqu'un ici dans le bouquin qui dit, moi, mes enfants, j'ai dit qu'ils pouvaient manger à la cantine pahlel et qu'ils peuvent manger de la viande. Or, la nana, la dame de la cantine, refusait de leur donner de la viande. Et donc, ça a duré, cette saga, ça a duré des mois et des mois. Il est allé Mounir, il s'appelle. Voilà, je l'ai changé son nom à Mounir. Il est allé voir le proviseur, qui s'étonnait qu'on puisse s'appeler Mounir sans être musulman. Voilà le problème. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce d'impossibilité de liberté de conscience. Si j'ai envie de croire en Allah, je crois en Allah. Je suis pas contre les gens qui croient en lui. Ils peuvent croire. Hein, tu peux croire en qui tu veux. Moi, si j'ai envie de croire en Bouddha, je crois en Bouddha. C'est ça, en fait, c'est une problématique de liberté de conscience et une problématique d'identité. Et c'est pour ça que les effets psychiques sont délétères, parce que quand vous quittez l'islam, vous quittez tout, quoi. Vous quittez une identité, et surtout quand on est très jeune, et qu'il y a eu un espèce de conditionnement, mais pavlovien, quoi. D'abord la peur. Quand on dit Wes Shitan, il y a Dieu qui te fait une filature partout, les anges qui te suivent partout. Oui, il y a un langage. Ça rend paranoïaque, et on est tous un peu paranoïaques quand on vient de ce monde, hein, un tout petit peu. Écoutez-vous, lorsque moi je suis hyper stressée ou dans ma vie, je reviens à des positions primaires qui sont la paranoïa. Hein. Ça provoque que ça, psychologiquement, et je m'autorise à en parler en tant que psy. Voilà. Ouais, et donc en fait, c'est un livre qui a touché déjà énormément tous les journalistes avec qui j'ai eu affaire. M'ont dit waouh. C'est d'une violence absolue, quoi. C'est vraiment parce qu'ils comprennent pas. Ils viennent sur la religion. Non, il faut ressortir du fait que si c'était une religion, c'eût été simple. On sort d'une religion, on arrête de croire. Non, c'est une loi en fait. C'est une identité, une loi, un vadémécum, je répète toujours, un bruit, une musique. Même nous qui sommes apostats, je suis obligée, moi, de dire des choses en arabe pour présenter mes condoléances. Je parle d'Allah. Pour dire merci, je parle d'Allah. Pour dire j'espère, je parle d'Allah. Tout le temps, c'est dans la langue. Et c'est ça que je peux apporter aussi comme réflexion autour de ça. Comment peut-on se défaire de ça ? Est-ce qu'il faut vraiment se défaire? Parce que il y aura certainement un autre livre là-dessus de vont devenir les apostats dans 10 ans. Est-ce qu'ils vont rester cantonnés à cela ou est-ce qu'ils vont prendre la parole publiquement et vivre publiquement? Vivre sans être adossé ni à l'islam ni à son rejet en tant que sujet. C'est ça le souhait vraiment et le vœu que je puisse vous former, c'est que chacun puisse vivre librement comme il l'entend, quoi. Et peut-être se réconcilier avec quelques parties de sa culture qui sont pas mauvaises finalement. Il ne faut pas tout rejeter parce que là, ça paraît un peu adolescent d'être toujours trop contre. On peut être contre et puis petit à petit devenir peut-être un sujet à part entière avec le passé qui est le nôtre et faire de notre malheur quelque chose de banal. Voilà. Et en psy, vous dites contre tout contre, hein, il me semble. Contre tout contre. Oui. On était tout contre et on est contre. Et à un moment, il faut vraiment faire sa life, quoi. Hein. Ouais. Ok. Moi, j'ai une petite question. Parmi les témoignages que tu as reçus, qui devaient être très forts,
est-ce que c'était facile pour toi ou est-ce qu'il y en a qui t'ont touché ou c'était difficile pour toi de choisir? Ouais, franchement, ceux qui m'ont vraiment le plus touché, il y en a eu plusieurs. Certains m'ont dit de pas le raconter. J'ai pas raconté, bien sûr. Mais c'est les viols collectifs de garçons. Hmm. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Terrible. Incroyable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au nom d'une religion de paix et d'amour, hein, puisque c'est une religion de paix et d'amour, on se permet absolument tout, quoi. Vraiment. Attends, je vous salue. Amir et Cassius, j'ai perdu ma voix. Salut. Ah ouais, je t'ai pas reconnu. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, Bonjour Agnos. Agnoslim. Bonjour Yanis. Ah ouais, C'est- courage. c'est- Yanis. Fabien. Il est là. C'est quoi cette voix? C'est Salut à tous. Salut. c'est pour ça que ça va être ça va être un très bon live puisqu'elle ne peut pas parler. Ah, ok. Juste, D'accord. Alors juste Une celui qui petite- parle me dit ouais. qui il est parce que je vois pas bien. je suis Agnoslim. En fait, c'est le petit pseudo là avec. Agnostic. C'est un Je vois pseudo Agnostic. avec un truc blanc et un truc noir. Ouais, je vois agnostique. Ok, ça me va. Ouais. En fait, ce que vous venez de dire là, le V collectif d'enfants, Ouais. mais vous l'avez lié un peu à la religion. Moi, en fait, perso, je ne vois pas le lien. C'est pour ça que j'interviens. Pour voir c'est quoi le lien. Quel lien? Quel lien? De témoignage, par exemple, du V d'enfant. Le V viol d'enfant. d'enfant. Le V collectif. Ouais, c'est ça. Ah non, C'est pas ça. d'enfants. C'est des apostats qui, en sortant, se sont fait menacer et de mort, et certains ont eu des passages comme ça. Non, c'est pas des enfants. J'ai jamais Ah, vu. d'accord. t'as- ouais. T'as Non, pas non. compris, Agnoslim. Elle Oula. a dit Ouais, non, effet oui, pas parler d'enfants, j'ai collectif, pas interrogé pas d'enfants. d'enfants. Non, j'avais de la vie. Non. Ah, d'accord. C'est parce qu'en fait, ils ont été V parce qu'ils sont sortis de l'islam, c'est ça? Ouais, certains, ouais. Ah, ok, je comprends mieux. Ok, merci. C'est Certains, une ouais. insulte misogyne qui revient fréquemment, la menace au V quand on veut oppresser une femme. Incroyable, C'est, incroyable. Il y a effectivement les témoignages aussi d'apostats homosexuels. Oui, bon, il y en a. Il y a l'homosexualité au féminin et l'homosexualité au masculin, parce que j'ai mis l'apostasie au féminin, à mon sens, présente quelques différences. Forcément parce que ça se voit, en fait, quand on est apostate. Parce que généralement, ceux que j'ai retenus, c'était des gens extrêmement religieux, hein. C'est pas des personnes un peu islam couscous et qui sont devenus apostats. En tout cas, ceux que j'ai retenus, c'est plutôt des gens très religieux qui croyaient vraiment, mais vraiment, que c'est une religion de paix. Et d'ailleurs, je pense que la majorité des musulmans pensent ça, sans avoir lu, ou alors quand on lit, on comprend pas. Il y a une explication dans le bouquin pourquoi on lit et on comprend pas. Et du coup, les femmes homosexuelles, pour la plupart, doivent absolument quitter la communauté, hein. Elles sont exfiltrées, mises ailleurs, etc. Pour les hommes, c'est encore plus compliqué. C'est compliqué. Bonsoir Sonia. Je suis très Bonsoir. content de te voir sur TikTok avec nous. C'est qui? Amir Apostat. Ah, Amir. Ok. Bonjour, Amir. Je suis très content et je voulais te remercier pour le temps consacré à ce sujet-là parce que en plus on avait besoin de quelqu'un qui fait autorité pour la bonne raison, pas autorité pour de mauvaises Oui. raisons, mais autorité pour Bien sûr. étudier le sujet d'une manière académique. Oui. J'ai hâte de lire le livre pour voir quels étaient les choix et comment tu abordes la chose vraiment en détail. J'ai hâte de l'étudier et surtout, de toute façon, même avant l'étudier, moi, j'ai vu une partie de la difficulté de ce travail-là et juste pour ça, merci. D'ailleurs, je te rends le remerciement. Je t'ai remercié avec Jack au début parce que tu as suivi les péripéties un peu compliquées. C'est-à-dire qu'au début, les gens disent oui, il faut parler de nous. Et en fin de compte, par peur, justement, j'ai eu 4 ou 5 personnes qui m'ont parlé. Et c'est grâce au live que j'ai fait avec vous. Le lendemain, ça a explosé le Discord et ça a explosé le mail. J'ai eu à peu près 500 personnes, sauf que j'en ai interrogé 247, ce qui est pas mal, ce qui est très significatif au niveau statistique. Mais oui, c'est grâce beaucoup à vous. D'ailleurs, les remerciements sont écrits dans le livre noir sur blanc, quoi.
Bonjour Sonia. Bonjour. Salut Yanis. Ouais. Ah, c'est Yannick. Bonjour à tous. Effectivement, je suis très content d'être parmi vous et de soutenir Sonia. Et bien évidemment, je réitère les félicitations d'Amir parce qu'effectivement, Sonia, tu es notre héros malgré toi et tu es une apostate par adoption. Parce que j'ai découvert en fait que tu n'étais pas une apostate et mais qu'en réalité, tu avais tous les stigmates de l'apostasie en toi, et c'est En pour ça fait, que tu as parlé ouais, en fait, de religion, identité, culture, c'est et que ça. tu te retrouvais dans des... Ouais, exactement. Exactement. Mm. Oui, bien sûr que je suis pas au sens juridique du terme apostate, même si certainement on m'a toujours réduit à être musulmane. Même dans les conférences, c'est arrivé qu'on dise Sonia Zadig musulmane. Non, tu peux dire d'identité, enfin française d'origine de ceci ou cela, mais pas musulmane. Quoi. Il y a un collage entre les deux mots que je n'aime pas. Quoi. Voilà. Mais par contre, on n'est pas obligé de croire en Dieu, ni de pratiquer l'islam pour se vivre en tant que musulman, dans une identité musulmane, avec toutes les interdictions, toutes les inductions. Moi, on m'avait dit, l'ouest-ouest chétan, on m'a raconté tout ça. Hein. Attention, quand tu vas aux toilettes, le pied, le machin, la main gauche. Moi, je suis gauchère en plus. On a essayé de me... Attention, faut pas verser de l'eau bouillante dans l'évier. Voilà, attention aux genoux. J'ai baigné quand même dans tout ça, sans d'injonction religieuse, genre... Dis-moi, tu te rappelles avec quel pied on rentre dans les toilettes parce que moi j'ai oublié. La droite. La gauche, Merci. c'est la gauche. C'est d'ailleurs la gauche qui déteste. Hein. Aujourd'hui, soi-disant, ils aiment la gauche. Hein. Mais la gauche, ouais. Donc des superstitions, etc. Donc j'ai raconté quand même que il y avait ce qu'on prétend être islamique, qui l'est pas et qui est pré-islamique et qui s'est mélangé ou adossé à l'islam, comme le sport, comme les superstitions, comme voilà. Quand tu as abordé cet objet de recherche, parce que je sais que tu as mené tes interviews avec un protocole Ouais. avec des questions Ouais. précises Oui. et est-ce que comment dire qu'est-ce qui t'a surpris, disons forcément quand on se lance dans ce type d'entreprise, on s'attend à avoir certaines réponses et on a des surprises. Et qu'est-ce que tu as appris au fil de ces centaines de témoignages aux apostats et comment ta vision elle a éventuellement évolué? Oui. Les oui, c'est très intéressant, très très pertinent. Il y a deux ou trois choses que c'est pas que je ne savais pas, mais je savais pas à quel point c'était comme ça. D'abord, que le patriarcat est adossé à un matriarcat. Ça, ce sont les mères qui sont d'une violence inouïe, pas toutes, heureusement, hein, mais beaucoup le témoin de la soumission se passe par les femmes et nommément par la mère. Première chose, ça m'a un peu déstabilisée. La deuxième chose, c'est l'absence, alors je parle quand même d'un contexte franco-français, hein. C'est-à-dire les gens que j'ai c'était pas mon cas en Tunisie et mon âge, le père certainement avait une place extérieure, externe à la famille, mais c'était quelqu'un qu'on craignait. Moi, je me rappelle à 5 heures d'après-midi, 6 heures, quand mon père rentrait à la maison, on disait, ton père revient. Et c'était le silence absolu dans la maison et c'était une autre organisation. C'est plus le cas aujourd'hui parce que pour des raisons très 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 complexes et politiques et sociales et matérielles et de classe sociale et d'exil et enfin plein de choses. C'est très multifactoriel. Moi, je réduis jamais à une seule cause. Ça m'a l'absence des pères, la démission des pères m'a beaucoup interrogée. Ce qui m'a aussi interrogée, c'est même fait rire. Pardon, mais quand tu parles de démission des pères, ouais. Tu parles des apostats ou de leurs parents? Des parents. En fait,
je sais pas si on peut généraliser à tout le monde, mais en tout cas, la photographie instantanée que j'ai prise des apostats hommes et femmes qui m'ont parlé, il y a comme une absence comme ça de la figure paternelle, comme étant faisant loi symbolique, faisant identification à un père qui serait valorisé, etc. C'est pas le cas, et c'est là qu'il y a un biais de sélection par rapport à ceux qui viennent faire des études en France. Généralement, la classe sociale est différente, et généralement le père est assez présent quand même. Vous voyez, c'est-à-dire que finalement, en situation d'exil, et ça, il faut que je le développe plus dans un autre livre, en situation d'exil, avec, il y a quelque chose qui se perd de la loi du père. C'est ça. Enfin, il y a d'autres petites choses, mais tu découvriras le bouquin, Yanis, tu liras dans le livre. Bien sûr. Mais c'est très intéressant, et c'est même ironiquement, Sonia, tu valides un cliché, c'est-à-dire, mais moi je l'ai toujours supporté pour ma part, parce que moi on m'a déjà dit de manière assez méprisante, les apostats, vous avez avant tout un problème avec votre famille, pas avec l'islam. Mais en discutant avec toi, tu m'avais marqué une phrase la psychanalyste m'avait marqué. C'était, tu m'avais dit, on apostasie avant tout au travers des émotions, et ensuite on rationalise. C'est-à-dire qu'on a toutes les raisons, etc. Et moi, j'ai toujours dit, oui, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, il me semble l'avoir constaté. Je fais pas des généralités. Mais en réalité, je pense que cette absence du père, en fait, ça enlève une chape de plomb, en fait. Ça permet de plus penser indépendamment, parce que du coup, on se retrouve être son propre père. Moi, et c'est pour ça que j'ai toujours accepté cette critique péjorative. Voilà. Après, c'est pas. Moi, j'ai une phrase dont je suis très fière dans le livre, et que je vais vous livrer. Je dis que les enfants du texte, donc vous, sont aussi les enfants du contexte. L'absence du père, la prévalence de la mère, c'est quelque chose d'éminemment occidental, et qui est un problème aujourd'hui, en tout cas dans nos cabinets, où les pères foutent un peu le camp, quoi, généralement. Enfin, il y a beaucoup de recomposition familiale, etc. Et donc finalement, moi, je replace les apostats dans un mouvement de modernité. Je l'exclus pas, je dis pas c'est des musulmans, ils sont devenus non musulmans. Ils sont aussi aux prises avec les divorces, les familles recomposées, la technologie, la virtualité des choses, etc. Donc j'ai replacé ce mouvement-là dans un mouvement moderne, de modernité. Voilà. Je peux poser une Pardon, mais question vas-y, je t'en prie, Ah, pardon. merci. Parce que ça me brûlait les lèvres. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, justement, les relations intrafamiliales et intergénérationnelles, et notamment justement la misogynie internalisée que les mères peuvent transmettre. Et je vois bien de quoi tu veux parler, puisque dans les familles très traditionnelles ou dans les familles au Maghreb, on va avoir cet archétype où on n'est pas du tout sur la même absence qu'en Occident, où on va avoir un père qui n'est juste pas là. On va avoir une absence, mais en même temps, le père est très présent. Le père est mis sur un piédestal, c'est une figure d'autorité intouchable, et c'est en ce sens qu'il devient absent, mais qui en même temps, il nous voit pas, enfin, il est partout. Sa pression, comment dire, Une absence oppressive. c'est ça, la fierté, et les mères en gardant le lien avec les enfants, au final, elles n'arrangent pas les choses, elles alimentent encore plus ce phénomène. Ouais. Alors, il faut pas réduire tout à quelque chose uniquement de psychologique. Même si je m'autorise que de cette parole-là, je pense qu'il y a aussi quelque chose de social. C'est pour ça que moi, j'ai donné une interview aujourd'hui au JDD, et je dis que on se tromperait en France, en tout cas, si on reste sur la religion. C'est plutôt autre chose, c'est une quête identitaire. Quand on voit, moi je prends le métro tous les jours, des gamines de 5-6 ans, alors que c'est pas imposé du tout, apparemment par le Coran, elles sont voilées. C'est vraiment, je te montre, j'habitue l'espace public à ces petites filles voilées, etc. Il y a autre chose derrière quand même, hein. Il y a, au-delà de la religion,
il y a une revendication identitaire, une revanche peut-être sur l'histoire. C'est très complexe, hein. C'est très très complexe. C'est pas rien que ces enfants-là se rebellent aujourd'hui et retournent sur un islam hyper rigoriste, ce qui n'était pas le cas avant, hein. Moi, j'ai pas connu ça avant, hein. Ça sera clairement une erreur, ouais, de ne pas voir que c'est multifactoriel, ça c'est Ouais. certain. J'avais une petite question. Je t'ai vu, ferme ton mic. Si tu veux, je te laisse la parole avant. Ouais, juste, Tu sais quoi, c'est moi qui vais parler. ouais, merci. En fait, c'est par rapport à tous ces problèmes-là que tu as constatés, que ce soit psychologique, sociologique, le problème du père et tout. Est-ce que tu as vu un point commun entre tous ces apostats des choses qui leur ont permis de sortir de la religion? Oui, ils ont commencé à penser. Il y a un interdit sur la pensée. Depuis tout petit, tu dis alors, tu poses des questions, on te dit tais-toi, 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 tais-toi. Ouh là là, toi, c'est l'ouest chétan, hein. C'est pas bien ce que tu dis. Tais-toi. Il y a le savoir et c'est pour les ulama. C'est tout. C'est pas du tout pour l'autre. Toi, tu n'as qu'à être dans une transcendance, à obéir, à obéir, à obéir. Et je pense qu'il y a un moment, tous, ils m'ont dit, ah mince, j'ai senti une dissonance cognitive. J'ai senti que c'était pas du tout incréé cette histoire. J'ai senti, je crois que c'est le comprenoir qui s'est ouvert. Je pense que c'est ça. Après, il y a des trucs réactifs sur une violence intrafamiliale que je ne ramène pas forcément à l'islam. Je pense que l'islam est un catalyseur. L'islam, c'est un cache-misère qui vient en plus rajouter une problématique sur une autre problématique de violence et de non-séparation de la mère avec la femme. Les mères ne sont pas des femmes. Or, qu'est-ce qui fait une femme? C'est le père. C'est l'homme qui lui dit, écoute, lâche tes enfants, viens, t'es ma femme, je te désire, je t'aime. Et ça n'existe pas. Le sujet n'existe pas non plus dans les cultures arabo-musulmanes. C'est-à-dire que il y a le regard, l'autre il te regarde, ou la chouma, ou la ib, ou tout ça. C'est genre, on ne, comment vous dire? On n'encourage pas quelqu'un à devenir sujet de sa propre histoire, auteur de sa vie. Non, il doit se conformer, etc. C'est en ce sens que c'est pas forcément le texte lui-même, hein. C'est tout ce qu'il y a autour, quoi. Cette loi, cette charia, ces us et coutumes mélangés à des trucs pré-islamiques, etc., qui font que le sujet, l'individu, se fond dans la masse. C'est tout. Et alors, va devenir sujet de ton histoire après avoir été complètement baigné dans tout ça. Donc, pour répondre à la question, c'est une interdiction sur la pensée. Je crois que c'est ça que j'ai vu à travers tous les témoignages. Le fil rouge, c'est « Ah mince !» Je me suis réveillée, j'ai vu des dissonances cognitives. J'ai vu en effet qu'il y avait une gamine de 6 ans qui se fait marier là. J'ai vu que mes sœurs... j'ai vu même quand je me suis levée, des hommes qui disent ça pour faire la vaisselle l'été en Algérie. On m'a dit, t'es pédé ou quoi? Les femmes lui disent ça. Assieds-toi, t'es pédé ou quoi? Ça va pas, non? Pourquoi tu pleures devant un dessin animé quand le gamin il avait 5 ans? Voilà. C'est vraiment Faut des faire attention de ne stéréotypes. pas répéter ce mot-là. TikTok n'aime pas. Ton compte risque de sauter et ça te Ah fera bon? une erreur 404. Ouais. C'est Ah le ouais? terme banni. Il faut dire P-word. P-word. Qu'est-ce que je dis? Alors, je dis P-word. P-word. Hein. Oui, voilà. Ouais, Oui, c'est ouais, sûr. bon, ça. Ou un euphémisme quelconque, on comprendra, mais tous les mots un petit peu sensibles, TikTok les capte très vite. Gay, ça passe, non? Il me semble. Gay, ça passe, ouais. Ouais, mais pour exprimer ce qu'elle voulait dire dans cette histoire-là, Ouais, c'était ouais. voilà. Ouais, t'as Euh, raison. j'ai une question. C'est est-ce que en démarrant cette aventure-là et en commençant et peut-être même en finissant, as-tu changé d'avis sur une idée, voire une idée reçue que tu avais avant l'exercice? C'est une bonne question. J'avais un espoir fou sur les apostats. Je l'ai moins. Je peux pas dire plus. Beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'il y a des dissensions à l'intérieur, gauche, droite, machin truc. Je me dis bah non, on va tomber dans, ouais. Bon, c'est ça. J'ai un tout petit peu moins d'espoir, mais Mais là, les témoignages ou l'exercice a été fait pas forcément avec des militants,
Il y en a, certains parmi eux, Ouais. mais c'était un ensemble. Hum, Si je te repose la question, j'ai entendu cette réponse-là, mais oublions le côté militantisme et espoir ouais, ouais. sur les apostats. Est-ce que, malgré tout, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé dans ta vision de l'apostasie, de l'apostat, Oui, je le mets en conclusion. Alors, ça va paraître très paradoxal, mais je veux pas dévoiler tout le bouquin. À la fin du livre, dans la conclusion, je me mets un petit peu en scène et je dis que finalement, c'est très très paradoxal, ça m'a réconcilié avec des parties de ma culture. C'est très bizarre. C'est-à-dire que je suis pas du tout dans la haine, j'étais dans une colère monstrueuse. La colère et la colère d'avoir entendu toutes ces violences, surtout sur les femmes, puisque j'en suis une. Et finalement, en parlant avec des gens, j'ai compris leur humanité, etc. Je pense que je me suis réconciliée avec des parties de moi-même, quoi. Que, en effet, c'est mon histoire aussi, différente, mais la mienne aussi. Et puis que il faut qu'on continue le chemin et il faut arrêter de se focaliser sur le passé parce que, voilà. Merci pour cette réponse parce que, et je vais conclure sur ça. Effectivement, pas pour le même exercice, mais pour le militantisme et ce qu'on fait au quotidien, les débats, effectivement, moi aussi, j'ai eu cet impact-là, le fait une réconciliation C'est vrai. avec mon Incroyable. histoire, effectivement, avec notre identité, Exactement, exactement. Je me tout dis, à bon, fait. il y a quand même des choses que j'aime. Hier, j'écoutais Abd Halim Hafez, j'écoute encore Ah oui, très bon choix. Fayrouz, j'écoute encore, j'adore manger des choses orientales, j'aime l'hospitalité, j'aime l'accueil qui est le nôtre. Bon, bon, après, tout ce Bon, qui est après, teinté de religiosité et tout, je le jette. Voilà. après Al-Halim Hafid, Ouloulou, Ouloulou Bahibbo, ça, c'est pas islamique du tout, hein. Ben voilà, exactement, exactement. Ouais. Ouais. Je m'amuse à dire que l'apostat est l'occidental de demain. Avec le, Mais c'est un mouvement, en fait, c'est un mouvement de libération. C'est un mouvement de libération. ce que j'appelle le néo-occidental. À part cette petite boutade, je reviens à une question je transmets une question du chat et moi-même qui m'a fait un petit peu sursauter. Il me semble que tu as dit que c'était plus dur d'apostasie pour les hommes que pour les femmes, à moins que j'ai mal compris. Est-ce que tu peux revenir là-dessus? Non, j'ai dit que les effets sur les femmes sont beaucoup plus visibles, puisque la femme se dévoile. D'accord. Ouais. D'accord, ok. Faut faire très attention, hein. Oui, non, mais c'est bien qu'on y revienne parce que du coup, il y avait plusieurs personnes qui. Et ma deuxième question, Mais tu sais, c'était Yanis, pourquoi ce titre? Yanis, avant de passer à une autre question, j'ai pas d'études, hein. J'ai pas fait l'exercice de Sonia, mais moi j'ai cette impression-là, effectivement, que ça peut être plus compliqué pour la femme, justement parce qu'il y a des conséquences plus importantes, et aussi parce que l'endoctrinement, et ça c'est juste un constat de mon expérience personnelle, donc il faudra l'étudier peut-être, que du côté de la femme, se libérer de l'endoctrinement me semble plus complexe et plus compliqué. En fait, C'est que ça mon se joue expérience. sur un plan corporel. C'est dans le corps. C'est ton corps ne t'appartient pas. Fais attention, machin. Attention les hommes, attention ceci. La violence est tout très très facile aussi sur les femmes. Une mère va peut-être taper ses fils, mais va plus taper ses filles. Il y a quelque chose qui reste dans le corps, qui reste. C'est une mémoire corporelle, presque cellulaire, qui reste. Et donc les femmes, pour se libérer, c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, je pense. Mais quand elles le font, c'est des lionnes. Exactement. C'est des Et d'ailleurs, lionnes. moi, ma dernière, ma croyance et mon espoir, c'est que ça viendra des femmes d'abord. Bah Voilà. oui. La Elles libération. qui transmettent, c'est elles qui transmettent le témoin, là. C'est elles, c'est pas les pères, hein. Ils sont au café, ils sont dans l'espace politique et externe. C'est les femmes. Moi, j'aurais voulu qu'on continue pas de m'insulter. J'ai vu quelques insultes. Je suis pas habituée à l'insulte, hein. Je suis habituée à l'impertinence, mais les insultes fastoches derrière un truc, je trouve ça d'une bassesse. D'ailleurs, ça me donne le vertige et je regarde plus. Donc finalement, je sais plus ce que j'allais dire, Amir. Est-ce que, C'est pas très grave.
Est-ce que tu veux qu'on modère un petit peu plus que d'habitude? Non, je regarde plus. Ça me donne le vertige, donc Bah, je c'est regarde encore plus. mieux, ouais. Après, on Ouais, peut ouais. même couper les commentaires si les gens sont pas respectueux, En par fait, il y a exemple. quelqu'un qui dit pourquoi ça t'affecte alors. Alors, je vais lui expliquer, c'est que moi, en sortant de tout cela, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que l'autre existe. Parce que pour reconnaître que l'autre existe, qu'il a un visage, qu'il est vulnérable, qu'il a une histoire, qu'il mérite mon respect, c'est parce que je m'aime assez et je me respecte assez. Si on vous apprend pas à être sujet de votre propre histoire, vous ne pouvez pas reconnaître l'autre. Donc, ce qui se passe, pourquoi est-ce que je suis un peu choquée par tout cela? Parce que je vois qu'on me considère comme une partie d'eux. Ils viennent frapper sur moi, ils viennent m'insulter sans me connaître, et je trouve ça d'une tristesse. Et voilà, c'est tout. Je passe là-dessus. Ça va pas ni m'enlever le sommeil, ni j'ai mal pour eux. Mais je leur pardonne. Je leur pardonne. Ok. Ils savent pas ce qu'ils font. Et Sonia, est-ce que toi, tu as des attentes une fois que ton livre il va sortir? Oui, j'ai des attentes. Alors, j'ai des attentes politiques. Dans quel sens? Alors moi, je ne Je voudrais l'espère. pas faire de la Moi politique aussi. ni rien. Je veux absolument être auditionnée. Et je le serai. Je veux que les députés entendent qu'il y a une partie des enfants adoptés de la France qui ne sont pas légitimes. Et ça, c'est absolument pas normal. Qui ne sont pas légitimes dans leur souffrance. Moi, je demande simplement qu'on mette les moyens pour les soigner, qu'on mette les moyens pour les loger, que les professeurs ne détournent pas le regard devant un cocard, ne détournent pas le regard quand une petite fille de 6 ans qui fait le ramadan tombe dans les pommes et on dit oulala, on va quand même pas chercher des problèmes, hein. Oulala, c'est vrai, ils ont les frères qui débarquent le lendemain, je sais pas quoi. Donc je veux quand même que quelque chose du récit commun revienne, quoi. Qu'on puisse rêver ensemble à un monde où on n'est pas tous frères quand même, mais qu'on est ensemble, quoi, dans cette histoire, dans cette marche de l'histoire. Voilà. Tu as bon espoir que ça aille jusque-là, Oui, je pense à que ton ça avis? ira. Ouais. Oui. En plus, elle a déjà été auditionnée, il me semble, au Sénat. J'étais au Sénat, ouais. Hmm. Alors, j'ai une petite question. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Non, allez-y. C'était quoi le ratio homme-femme? Parce qu'on parlait des difficultés. Bon, je vois que tu as eu à peu Il y a près plus d'hommes 200 que de femmes. témoignages. Et à quel point c'était quoi? 2 tiers, 1 C'était, tiers? attends, je vais regarder parce que j'ai les chiffres. Il y avait donc 243 ex-musulmans qui ont bien voulu répondre aux questions, 90 femmes, 153 hommes. Ok. Ouais, Quasiment le double. presque le double. Presque le double. Mais les femmes, par exemple, il y a un truc que j'ai remarqué. J'ai eu des convertis qui sont venus me parler. J'en ai choisi 3. Par contre, j'ai aucune femme convertie qui m'a parlé. Pourtant, je suis là. Ouais. Oui, Je t'ai parlé, moi. À l'époque, ouais. Ah si, toi tu m'as parlé. Mais parce que tu es militante. Mais des femmes lambda. Est-ce que tu peux expliquer le titre de ton livre en plus ample détail et notamment ce choix? Ouais. J'ai joué un petit peu sur le mot perdu. Perdu quoi? À la République, c'est-à-dire qu'ils sont considérés, ils sont virés de la communauté, des familles, et ils se retrouvent à faire appel à quelque chose d'une instance symbolique et de la loi à la France, et la France leur dit bon. Enfin voilà, ils sont perdus à la République, mais ils sont aussi perdus psychiquement. Il y a beaucoup de souffrance, énormément de troubles psychiques, énormément. Moi, Il y a quelqu'un qui veut qu'on leur montre le bouquin. Est-ce que si je le montre comme ça va? Ah bah oui, au contraire. Bon, il est en miroir, c'est dommage. Ouais, je sais bien. Bon après, on peut le modifier, mais ferme ton mic à l'affiche du livre voilà. On va l'agrandir un petit moment pour qu'on puisse voir la pochette. Et je voulais en profiter pour poser une question subsidiaire quand on aura fini de montrer la couverture. Est-ce qu'on peut rappeler aussi la date de sortie et les canaux de diffusion?
Oui, alors 13 novembre, c'est le ça? 13 novembre, je sais pas, c'est vraiment un hasard du calendrier. Le 13 novembre, c'est un rappel de calendrier. Et j'espère que ça va faire boum. Là, je viens d'avoir un message de Kelly sur CNews qui me demande l'exclusivité, donc on va voir. Il y a une grand reporter qui fait une vidéo, enfin un docu de 2 minutes 50 assez choc sur les apostats. Ça va se faire cette semaine et qui va passer toute la journée sur les apostats. Donc franchement, ça bouge, quoi. Ça bouge. En tout cas, moi, je l'ai commandé et je ne sais pas si j'aurai le temps d'ici le 13 de le lire. Mais si tu veux bien, Sonia, moi, voilà, je t'offre ma proposition d'invitation sur mon live YouTube pour qu'on l'ouvre le livre et qu'on puisse en discuter vraiment avec ce qu'il y a dedans. Moi, ça m'intéresserait. Oui, bien Voilà. sûr, avec Ça grand serait un plaisir. plaisir. Sinon, j'avais une question. Est-ce que toi, dans l'écriture du livre, t'as mis en place un protocole d'éthique, un comité de recherche ou des choses comme ça J'ai pour pas lesquelles- travaillé seule. J'appartiens à une très grande maison d'édition qui s'appelle Fayard, et je suis passée quand même par des éditeurs et beaucoup d'avocats, hein, beaucoup d'avocats qui ont enlevé des choses, hein, qui ont eu peur du djihad judiciaire qui existe. Et donc on a enlevé des petites choses, mais rien de bien grave. Je me suis bien battue pour ça. Et dans le même sens, sur le protocole, qu'est-ce que vous avez mis en place comme protocole pour ne pas tomber, vous, dans des biais de confirmation, par exemple? En fait, les biais de confirmation en sociologie ou en d'autres domaines, ce ne sont pas les mêmes. On a d'autres protocoles en clinique, hein. En clinique psychologique. On part du principe que on travaille sur l'humain, enfin sur l'individu, sur le sujet, et que chaque sujet est différent de l'autre. La seule chose on a pu faire, c'est trouver des petits liens sur ce qu'ils invoquent comme raison d'apostasier, quelles sont les différentes étapes, et ça j'en parle, et quels sont les effets de l'apostasie, etc. Donc le protocole est pas un protocole fermé, ce n'est pas mathématique, hein, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'éthique, bien sûr. Voilà. Et ça sera ma dernière. Je suis vraiment bavard, les amis, et j'ai beaucoup de questions. Pas de question, Alain. C'était pas de voilà, une dernière. Pour toi, quels étaient le sentiment dominant des apostats? Est-ce que tu as ressenti plus de gens libérés, plus de gens dans la culpabilité ou dans la peur, l'isolement, la colère? C'était quoi le sentiment Alors là, dominant? peut-être c'est un biais, c'est-à-dire que ceux que j'ai choisis, moi, c'est pour montrer la grande souffrance. J'ai pas choisi des gens qui me disent ouh super, je suis apostat. Enfin, ça vient quand même. C'est un divorce, hein. C'est un divorce très douloureux, très douloureux, d'avec son identité, d'avec sa religion, d'avec sa mère quelquefois qui te vire, etc. Bon, moi j'ai accentué, et c'est peut-être ça mon biais, j'ai accentué sur les choses négatives. Bien entendu qu'il y a des gens certainement heureux, mais c'est comme dans mon cabinet, je m'occupe pas de gens heureux. Mais quelque part, ça peut être aussi une chose négative de l'avant. C'est-à-dire, si une personne, suite à une souffrance, culpabilité et plein de choses qu'il va vivre pendant son parcours de changement de paradigme, ça dénonce le paradigme dans lequel il était. Si dans le nouveau paradigme, il se sent plus libéré. Tu vois, ça peut être une forme de dénonciation comme ça. Mais ils se sentent libérés, quoi. Il y a quelque chose de la libération, bien sûr, mais ça coûte cher, quoi. Comme la liberté, elle coûte très cher. Ça coûte cher, la liberté, quoi. Eh ben, merci. Vu qu'il reste à peu près 10 minutes, moi j'ai une dernière question pour toi, Sonia. Quand est-ce que tu ouvres tes lives? Parce que nous, on va venir en masse. Comment? Quand est-ce que tu ouvres tes lives? Parce que nous, on va venir en masse, hein. Ah non, j'aime pas je suis un peu réticente à tout ce qui est virtuel. J'aime bien le corps, le contact. J'espère voir certains d'entre vous
je sais pas, dans des conférences, dans des choses comme ça, plutôt que. Ok, bah on viendra alors. Ouais. Mais je viendrai si vous m'invitez sur les lives avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais il faut qu'on sorte des oppositions. J'ai quelque chose à dire pour conclure tout cela. Voilà, de la haine, quoi. De la haine, etc. Et retrouver le chemin un peu de la fraternité et de l'amour, quoi. Hein, c'est tout. Ça paraît hyper bateau de dire ça, mais vous êtes tellement attaqué, je sais pas comment vous faites, en fait. Je sais pas comment vous faites. C'est en fait, ça fait partie du combat de se faire attaquer. C'est vrai? Ah ouais. J'en parle un peu dans le bouquin que la scène virtuelle autorise sous couvert d'anonymat absolument tout. Ça devient, ouais, c'est grave, quoi. Et c'est pour ça que j'essaye de parler. Cassius, s'il te plaît, est-ce que tu peux parler des procédures? J'ai plus de voix. Effectivement, il y a beaucoup de procédures. Il y a Alia qui est en procédure actuellement contre 2 individus qui l'ont menacée, elle et sa famille, donc d'actes de mort, etc., de torture, de viol, bref. Et aussi, le deuxième qui va avoir lieu quand, d'ailleurs, Alia? Le 20 novembre. Le 20, voilà. Où ça s'étend à, ça s'étend même à la menace du territoire français. Donc ça, c'est des choses qui, pendant plus d'1 an, on portait pas plainte parce que manque peut-être déjà de moyens. Et comme on a vu qu'effectivement la communauté nous encourageait à porter plainte parce qu'ils trouvaient ça pas normal, et heureusement d'ailleurs à juste titre, eh bien on a eu des soutiens. Donc que ce soit dans des cagnottes, etc., qui nous permettent justement de lancer ces procédures, parce que en France, il y a des lois qui nous protègent contre ça. C'est juste que par manque de moyens et forcément aussi par habitude de voir ce genre de comportement, les gens pensent que c'est impuni. Or non, c'est puni. D'ailleurs, le premier procès qu'Alia a eu, l'individu a pris 5 mois de sursis, c'est ça, et 2500 € d'amende, à reverser à Alia, dommages et intérêts. C'est parce que c'était la première fois aussi qu'il était inculpé, donc la peine est plutôt, on pourrait dire légère, on pourrait le dire, on peut le penser, mais c'est un avertissement, et dans tous les cas, ça envoie un signe, et plus on va envoyer ce genre de signe en montrant que la justice est de notre côté, et je pense que moins les gens se permettront, au bout d'un moment en tout cas, d'insulter, de menacer de la sorte. Par contre, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut laisser sa place pour Momo Dumelp, s'il vous plaît? Il y a Momo Dumelp qui est monté. Je vais le faire monter. Sonia, moi j'aurais une question. Est-ce que tu as, dans tes recherches, est-ce que tu as survolé la question des apostats non musulmans, des apostats catholiques, comme moi par exemple? Non, non. En effet, je me suis vraiment concentrée sur les apostats musulmans. Je me suis même pas concentrée sur les musulmans identité couscous, d'identité, enfin qui font le ramadan 1 fois sur 10, etc. Non, je me suis pas concentrée là-dessus. Je devais vraiment me concentrer sur ça. Et c'est pas un billet de sélection ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Non, ouais. Et je parle un petit peu des gens qui connaissent pas les textes et je dis que les catholiques ne connaissent pas leurs textes non plus, ni les juifs, ni voilà. Il y en a qui les connaissent bien, mais. Il y en a qui les connaissent bien. Il y en a qui les connaissent, et même trop. Non, c'est pas parce que c'est pas un statut juridique l'apostasie dans le catholicisme comme dans l'islam, c'est pas la même chose. Non. Là on le droit, si t'as pas envie de croire, tu crois pas. Il y a qu'en islam que t'as pas le droit, c'est hôtel californien, hein. Une fois que tu es rentré, tu sors plus, quoi. Non, je sais, mais comme tu as parlé de l'impact familial, voilà, c'est vrai que il y en a un aussi. Bon, il est différent certes, mais ok, d'accord, je voulais savoir. Ah, il y a quelqu'un qui dit Islam couscous. Dans le livre, j'utilise beaucoup Islam couscous et je l'explique dans les bad notes en disant les musulmans couscous. C'est tous les musulmans, en fait, finalement. Beaucoup de musulmans, quoi. Couscous qui mangent du couscous, quoi, comme moi, hein. Voilà.
On va accueillir Momo du MELP. Bonsoir Momo, merci d'être venu. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut Sonia, je suis venu pour t'apporter mon soutien. Ouais. Merci beaucoup Alia d'avoir organisé le live. Bonsoir Amir, bonsoir Cassius, bonsoir Yanis, bonsoir Agnostim et bonsoir Amanda. Voilà. Bonsoir. Du coup, je suis président de l'association qui s'est donné pour mission d'aider les apostats de toute religion et même toutes les personnes qui seraient sorties de leur environnement, soit sectaire, religieux, etc. Donc voilà, on essaie de donner un coup de main à la hauteur de nos moyens et puis évidemment, vous êtes tous invités, toutes et tous, à rejoindre l'aventure. Et voilà. Non, parce que Momo, t'es pas très bon en communication, donc je me permets. Vous pouvez retrouver les informations du MELP sur le site internet en tapant MELP sur Google et vous trouverez le site. Voilà. Ah, je voulais pas prendre tout le temps de parole, mais merci beaucoup Cassius, en effet. melp-asso.org sur Google et vous trouverez toutes les informations et voilà. Alors, je suis obligée de partir parce que j'avais prévu jusqu'à 21h parce que j'ai une réunion juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que, de toute façon, ce n'est qu'un au revoir, hein? Ce n'est qu'un au revoir. Oui, j'espère bien. En tout cas, je te remercie Sonia d'être venue et d'avoir répondu présente à l'invitation. C'était un super moment, trop court, et j'espère que tu reviendras. Ah oui, je reviendrai. Moi, s'il y a la place pour une petite dernière, comme on dit, je veux bien en placer une. Tes 200 témoignages que je sais que tu as pris soin d'établir un protocole, est-ce que c'est exploitable au niveau universitaire, c'est-à-dire comme base de données par exemple un autre domaine de recherche, je sais pas, un sociologue ou autre chose qui voudrait étudier la question apostate? Oui, bien sûr, sauf que donc le protocole a été fait justement par rapport à des choses psychologiques, comment tu te sens, est-ce qu'il y a de la dépression, est-ce que tu dors bien, enfin tout ça. Donc oui, mais c'est des protocoles qui peuvent être utilisés, bien entendu. Mon livre peut être utilisé, que ce soit sur un côté politique, sociologique, pour savoir un petit peu le niveau d'études, etc. Mais j'ai déjà commencé, hein, je l'explique un peu qu'il y avait une différence dans le niveau d'études filles-garçons, par exemple. Les filles sont beaucoup plus diplômées que celles qui est apostasie. Beaucoup plus. J'ai une question, si je peux me permettre. Attends, excuse-moi, Naslim. Juste pour répondre à Jack le Fou, la rediffusion sur YouTube demain. Moi, ma question, vu que vous utilisez le terme islam couscous, est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de risques que ça se transforme, par exemple, en islam d'un autre plat, mais très épicé? Je pense que vous savez ce que je veux dire. Là, en France, aujourd'hui, vous voulez dire? Oui. Oui, clairement. Ok, donc le risque, il y a beaucoup de risques sur ça. Il y a beaucoup de risques que si on n'entend pas les apostats qui sont en demande d'une libération d'un dogme, qui sont en demande simplement de vivre, d'appliquer la Constitution telle qu'elle, c'est-à-dire qui garantit la liberté de conscience sans être menacé de mort, parce qu'on refuse, parce qu'il s'agit que de mots, hein. Je veux dire, entrer dans l'islam, c'est dire quelques mots, sortir, tu dis quelques mots, hein. Il s'agit que de ça. C'est beaucoup plus compliqué, mais donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les ostraciser, ils vont parce qu'ils sont très jeunes, hein, très très jeunes, hein. Les apostats, ceux avec qui j'ai parlé, c'est quand même entre 20 et 25 ans, la majorité des apostats aujourd'hui. Donc finalement, ils vont se sentir, ils vont se replier sur eux-mêmes, ils vont se replier uniquement sur l'apostasphère. J'espère que l'apostasphère n'est qu'une halte vers autre chose, hein, c'est ce que j'explique, que ça ne devienne pas une identité, une Oumma des koufars. Hein. Il faut pas que ça le devienne. Petit à petit, quand on arrivera à ce qu'on voudra, c'est-à-dire une normalisation du fait d'être d'origine maghrébine ou d'origine africaine ou d'origine que sais-je, et pas musulman. Quand on arrivera à dissocier cela, il faut que chacun aille voir d'autres combats à faire. Mais le problème, c'est que si on ne leur donne pas la parole, il va y avoir des problèmes. Pas forcément un retour à l'islam, même si certains pourront le faire. Un retour au cocon, un retour à la matrice. Comme me disait Momo un jour, et il avait raison, je l'ai cité aujourd'hui dans le JDD, on a tout à perdre, rien à gagner, finalement.
à part sa liberté, à part sa liberté de conscience, son individuation, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Tu perds ta mère, tu perds ta famille, tu perds ta communauté, tu perds le soutien. On te traite de harki, on t'insulte sur les réseaux, on te doxe, on veut te tuer. C'est quoi? C'est ça le prix de la liberté. C'est le vertige de la liberté, c'est ça. Mais enfin, il faut quand même qu'il y ait des soutiens. Il faut qu'il y ait une parole, qu'il y ait une destination, qui ne reste pas lettre morte. Parce que sinon, on va faire des choses assez compliquées. Oui, nous peut-être Alors, c'est vrai. Pour nous peut-être que c'est vrai, mais on vit avec cet espoir d'améliorer un avenir incertain, mais d'améliorer cet avenir-là pour les générations futures. Bon, voilà, c'est ça qu'on espère gagner. Mais effectivement, bah, c'est un constat. Et j'en ai déjà parlé avec Momo, effectivement, je vois de quoi il parle. Oui, puis pour reprendre le message d'amour de Sonia et pour paraphraser aussi un petit peu Jacques, l'idée c'est de ne surtout pas perdre la ligne conductrice qui dit qu'on ne se bat pas contre quelque chose, on se bat pour quelque chose. Exactement, exactement. Il faut sortir de ça, de rester les musulmans, les koufars. Non, 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 non. Se battre pour sa liberté, se battre pour sa liberté d'expression, se battre pour exister tranquillement, épouser qui tu veux, donner ton corps si tu veux, enfin vraiment, et pas contre l'islam, pas contre l'islam. Si vous restez, je me bats contre l'islam, ça va pas. On se bat contre une identité, on se bat contre une culture, on se bat contre un conditionnement et entre une terreur qu'on met des traumas complexes chez les enfants. Il faut voir l'état des enfants. Hein. Les enfants que nous étions, hein. C'est très compliqué, ça laisse des traces énormes psychiques, c'est terrible. Donc voilà. Je rappelle le titre du bouquin qui a été demandé dans les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le dire à ma place, s'il vous plaît? Les enfants perdus de la République. Pardon. Au contraire, tu sens que les enfants perdus de la République le 13 novembre. Les enfants perdus de la République. C'est déjà en prévente auprès des éditions Fayard et auprès de la FNAC. Amazon aussi, partout. Sonia, je peux te poser une question? Ah, j'avais pas vu Momo. Salut Momo. Salut Amir, J'étais pas désolé. là. J'étais pas là quand t'es arrivé. J'ai fait une Salut. présentation express, c'est pour ça. Sonia, je voulais te demander Oui. sur quel angle tu penses que tes ennemis potentiels vont t'attaquer? Eh ben ça y est, je les vois là. Ils m'ont donné des arguments. Je suis hyper heureuse. Idiots qu'ils sont. Extrême droite. Je serai d'extrême droite. Sioniste. Sioniste. Mossad compatible ou ben, Mais ça, Mossad. c'est des insultes. Vrai. Et voilà, c'est des choses comme ça, c'est absolument ridicule. Et donc en fait, il faut sortir de cette binarité. En fait, pour être un petit peu plus intelligent, il faut plus être dans l'opposition, mais plutôt prendre la tangente. C'est ce qu'on appelle l'intelligence latérale. On a un problème A, la solution n'est pas B, c'est C. Donc en fait, ils insultent sur des conneries extrême droitistes, fachos, etc. Arabe de service, non, tu l'as pas encore eu, Sonia? Arabe de service. Non, c'est l'arabe de maison, Amir. Les deux. Ouais. Les deux. Voilà, bon, alors, je vais vous laisser. J'espère que ce livre ne sera juste qu'une brèche qui fera passer la lumière. Et voilà, en fait, le mot apostat va sortir dans le domaine public. C'est plus possible. Avant juste que vous partez, vous allez reconnaître la référence. Wallakum habibi sallimou li ali. Ah, merci, ouais. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Sonia. Bye bye. Merci à vous. À bientôt.